Cette semaine, on se demande si les musées devraient donner plus de codes de lecture aux gens qui visitent leurs expositions. Notre collègue Audrey vient nous parler d'un balado qui présente des discussions familiales sur la politique qui ont failli lui faire un anévrisme. Puis moi, j'invite la TikTokeuse Anaïs Lebrun, une sommelière de 22 ans, pour qu'elle nous dévoile les dessous du milieu de la sommellerie. Bienvenue au balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vues passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Flo, puis parlant de discussions familiales sur la politique, il faut que je fasse mon coming out. J'ai une tante trumpiste. Parle-moi-en donc. Ben écoute, je peux pas t'en parler beaucoup parce que les contacts ont été coupés Ah ouais? il y a quelques années déjà, oui. Fait qu'elle vient plus à vos parties de Noël? Ah non. Ben elle habite à Miami aussi, fait que c'est sûr que ça aide, mais... OK, fait que tu es une vraie trumpiste. Oui, vraiment. Puis elle fait des posts Facebook problématiques? Non, pas à ce point-là, mais disons que c'est très difficile de parler de politique en famille. Mais même au-delà de ça, d'avoir une conversation normale ou... Ça crée des temps... Même les conversations normales finissent souvent par glisser vers ça, Oui, et ça finit mal. je comprends. Donc, sujet très sensible dans ma famille. Ça, c'est toutes les familles ont ça, quelqu'un Ouais. qui a été honni, genre. Oui, c'est ça. Oui, puis on n'en parle pas, mais Le sa mouton présence noir. se fait sentir. Oui, c'est ça. Moi, c'est Gab et je préfère vous aviser, j'ai déjà eu B dans un examen en histoire de l'art. C'est une honte que je travaille en thérapie actuellement. Dure vie de Gab. Ah, ça y est, je m'en remets pas. En tout cas, partez-moi pas là-dessus. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez évaluer le balado sur les plateformes d'écoute. Donc, Spotify, Apple Podcast, il y en a peut-être une autre que je connais pas. Puis mettre un commentaire si vous voulez. Par exemple, moi, j'ai voté cette semaine et je nous ai donné 5 étoiles sur Wow! Spotify. T'es tellement généreuse. J'ai augmenté la moyenne. Ben, je pense. Y avait-tu une moyenne? C'était C'était quoi? on est à 5. Oh! Fait que j'ai continué. Eh ben, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais on peut noter le balado. Vous pouvez Faites-le. noter la balado et ben, ça va aussi noter celui du Go. Fait que, tu sais, soyez-en au courant, on est sur le même fil. C'est vrai. Vous pouvez faire une moyenne pour nos deux balados. Puis vous pouvez aussi nous écrire en commentaire ou écrire dans les commentaires quand vous votez pour nous dire qui sont vos invités favoris de la salle de rédaction et créer un esprit de compétition sain et agressif entre nos collègues. Qu'en pensez-vous? Faites-le. Dites-nous. Nous aussi, nos invités préférés de l'externe. Moi, je veux savoir qu'est-ce que vous avez préféré à date. Oui. Qui? Ça m'aidera pour la suite. Il faut d'ailleurs que je regarde qu'est-ce que j'invite d'ici la fin de la saison. Il nous reste... Hey, on est déjà le 30 octobre. On enregistre Ouais. ça le 30 octobre. Ça veut dire Ouais. qu'il nous reste 1 mois et demi à peu près. Oui. Fait que si vous avez des invités, des gens sur TikTok ou ben, les réseaux sociaux, la vie, Laissez-nous savoir. dites-nous-le, on peut leur écrire. Là. Tout est possible. Votre rêve pourrait être réalisé. Pourrait. Fondation Rêve d'enfant, mais nous, c'est comme la fondation Rêve d'histoire. De balado. Gab, tu me portes ça? Mais j'ai moins de jokes cette semaine. Si on se rappelle, la semaine passée, Ouais. j'étais complètement goofy. Là, on est ailleurs. Ça va être intéressant pareil. T'as probablement entendu parler de l'exposition Kent Monkman, l'histoire dépeinte par les vainqueurs, qui est actuellement présentée au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Kent Monkman, c'est un artiste autochtone, membre de la nation Cri de Fisher River. Puis je vais résumer son travail rapidement pour les gens qui connaissent pas, ou peut-être toi. T'as-tu vu l'expo? Non, je l'ai pas vu, mais j'ai vu des stories de l'expo. Eh bien, les miennes. Les tiennes, entre autres, mais d'autres aussi. OK. Ben, il reprend les codes de la peinture d'histoire européenne pour renverser le narratif colonial, d'où le titre de l'expo. Il va placer des personnages autochtones, comme son alter ego queer Mischief Eagle Testicle. Testicle? Oui, au centre des récits de ses toiles. En même temps, il aborde des thématiques importantes pour les peuples autochtones canadiens, comme ben, les traumatismes intergénérationnels, la colonisation, l'effacement culturel, la protection de l'environnement et la triste histoire des pensionnats. Puis, ben, l'œuvre de Kent Monkman est super intéressante pour plusieurs raisons. D'abord, pour la référence aux enjeux autochtones actuels, parce qu'on en entend souvent parler dans les médias, mais rarement du point de vue des personnes autochtones. Ouais, c'est vrai. C'est souvent raconté par les Blancs. Puis l'expo fait vraiment une belle job de vulgarisation de ces enjeux-là à travers les textes qui accompagnent les œuvres. Donc, on parle, si mettons c'est des œuvres qui sont sur la thématique des pensionnats, ben c'est nommé. Puis il y a un texte qui explique pourquoi c'est triste, ça a été marquant dans l'histoire canadienne. Puis je pense que ça, c'est vraiment cool aussi pour des personnes qui sont touristes, par exemple, qui viennent ici visiter, parce qu'on a beaucoup de touristes au Musée des Beaux-Arts. Puis ça permet de se familiariser avec cette partie de l'histoire canadienne-là qui est assez importante. Ouais, full. Mais, j'ai toujours un mais. Mais, But, un autre des points forts des toiles de l'artiste, c'est la critique sociale qui est passée à travers l'humour. Et l'humour, ça passe souvent par les référents. c'est fou ça, genre l'humour. On parle jamais de ce sujet-là avec une twist humoristique. Alors, je suis très curieuse de pensionnat, t'entendre. lol. Oui, c'est ça. Dans les œuvres de Monkman, il y a des référents au pied carré. Puis d'abord,
comme j'ai dit, ben, il s'inspire de la grande peinture d'histoire européenne, des paysages romantiques de la conquête nord-américaine. Fait qu'il va reprendre toute la technique de ces toiles-là, notamment la taille des toiles, la composition, la technique juste au pinceau, les poses, les symboles. Puis il va mettre les Autochtones dans la posture des héros, des conquérants et les colons un peu dans la posture des épées dans laquelle les Autochtones étaient souvent présentés en temps. C'est très bon. Puis là, on dirait que je suis l'audioguide de l'expo en ce moment. Là. Mais, tu sais, je vous en parle parce que au musée, j'ai trouvé qu'on parlait pas beaucoup de ces référents-là, puis je pense que c'est une clé de lecture importante pour comprendre l'œuvre de Monkman et aussi pour en rire, pour rire avec lui. On n'a pas, si on n'a pas un bagage en histoire de l'art, ou parce qu'il réfère aussi beaucoup à des toiles qui sont très connues dans l'histoire de l'art, là, que tout le monde a déjà vues, puis que je pense que si tu peux les reconnaître dans les toiles, c'est le fun, tu sais, c'est amusant, c'est un peu comme des Easter eggs. C'est drôle, c'est comme des grands mimes, mais comme sous forme des grands de toile. Mimes. Puis c'est drôle, c'est pas juste triste. Puis c'est ça mon point, puis on comprend de quoi l'artiste parle, mais on comprend pas tout le temps l'aspect humoristique. Puis ma question, moi, c'est... J'arrive à ma question, je suis arrivée. Est-ce que c'est la job du musée de nous donner toutes les clés de compréhension des œuvres? Et sinon, est-ce que c'est grave si on les comprend pas? Ben, tu vois, moi, je savais pas que qu'il y avait comme un côté humoristique et comme une espèce de satire dans son œuvre. Puis là, je suis pas allée voir l'expo, mais je pense pas que j'aurais compris, là. J'aurais pas eu les rêves pas en tout si j'étais allée voir cette expo-là, moi. Puis j'imagine que c'est le cas de bien du monde. Mais tu sais, je pense qu'il y a des jokes évidentes parce que son alter ego qui m'enseigne dans ses toiles, et c'est comme un personnage queer, flamboyant, avec, tu sais, des fois, il est en talons hauts. C'est drôle. Ça, c'est sûr que tu remarques que c'est drôle. Mais toutes les blagues, là, par exemple, en fait, toute mon anecdote part du fait, OK, que quand j'étais à l'expo, je suis allée la visiter seule. Et donc, j'étais toute oreille pour les conversations autour de moi. Et il y avait une fille qui était en date avec un gars, OK? Et elle lui expliquait les jokes dans les toiles. Elle était comme, oh mon Dieu, ça c'est tellement drôle parce que c'est Picasso dans le fond, dans cette toile, puis il est entouré de tel personnage, puis ça fait une référence à ça. Puis là, le gars était comme, haha, wow, j'avais aucune idée. Puis je l'ai vu comme avoir accès à cette connaissance-là et trouver ça drôle et trouver l'œuvre encore plus intéressante. Mais si la fille avait pas été là pour faire son petit audio guide, il aurait jamais su. Mais je comprends, moi non plus, je pense pas que j'aurais su. Genre, puis c'est quoi de plus le fun que visiter une expo avec quelqu'un qui comprend tout et qui peut tout expliquer et qui est ton propre petit guide, genre? Mais c'est le concept de visite guidée, mais tu sais, c'était pas tout le monde qui a envie de se taper ça. Ouais. OK, ben moi, je trouve ça intéressant ce sujet-là parce que je pense que j'ai longtemps vécu mes expériences de visite de musée comme des échecs un peu, comme si je sortais de là puis j'étais comme, je sais pas trop qu'est-ce que je suis supposée en avoir retiré, je sais pas qu'est-ce que j'ai compris. Mes parents nous traînaient beaucoup dans les musées quand on était petits, ce qui est vraiment... je suis très chanceuse, mais ça filait un peu comme un devoir et j'avais toujours l'impression de ne pas vraiment réussir le devoir en sortant de là. Fait qu'on traversait le musée en étant comme, bon, OK, on va lire ça ici, c'est beau, OK, blablabla. Puis on sortait de là en se disant, maintenant, glissade d'eau. Genre, maintenant que c'est fait, passons à autre chose. Mais passons à cette activité plate que j'ai pas comprise. Fait qu'à ta question, je pense que les musées devraient effectivement donner les clés de compréhension parce que sinon, ça devient une affaire d'élite intellectuelle visiter un musée, là. Genre, il faut que ce soit accessible à tout le monde, même aux gens qui n'ont pas la ref. Il y a tout quoi de pire que pas avoir la ref quand il y a une conversation qui se passe devant toi, c'est la même chose dans les musées. La joke, c'est des... Ouais, c'est important. Surtout quand c'est une joke, je veux comprendre la joke. Oui, ben tu sais, le musée a dû se poser toutes ces questions-là, là, j'imagine. Je veux dire, s'ils sont arrivés à à ce résultat-là, c'est qu'ils ont fait des choix à quelque part. Puis je pense que le choix, c'était plus de parler de tout ce que les peuples autochtones ont vécu, puis de moins axer sur la joke et les références culturelles. Tu sais, il y a aussi... je suis allée à la recherche de sources aussi pour pousser ma réflexion. Puis j'ai trouvé une étude japonaise super intéressante qui s'est intéressée à la manière dont les visiteurs d'un musée reconnaissent puis interprètent les contenus dans les œuvres. Puis il y avait, en tout cas, ils ont fait du eye tracking, c'était bien intense, mais tu sais, leur conclusion, en gros, c'est que les gens abordent pas, on le sait en fait, mais abordent pas toutes les expos de la même manière selon leurs compétences antérieures, incluant leur bagage culturel. Il y en a qui vont plus aller directement au texte, mettons, lire, puis après ça, regarder l'œuvre. Il y en a qui vont regarder l'œuvre. Il y en a qui regardent l'expo dans leur ensemble. Il y en a qui, tu sais, puis en tout cas, si on possède pas tous les codes pour comprendre une œuvre ou une expo complète, ben ça se peut qu'on reste sur une compréhension plus superficielle. Donc, ce dont tu parles, puis ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé à tout le monde, de ressortir d'une expo, peut-être genre... Qu'est-ce que je viens de vivre? J'ai lu. J'ai vu, mais genre... Est-ce que j'ai fait des liens? Non, tu sais. Puis mais dans un autre sens, il y a comme une tendance, en guillemets, là, en histoire, en muséologie en ce moment,
qui s'appelle Le Cartel simplifié. OK. Puis c'est cette idée-là. Le cartel, c'est l'étiquette qui est à côté d'une œuvre, là, où c'est écrit genre nom de l'œuvre, artiste, nanana. Puis des fois, tu as justement les pensionnats autochtones, il va y avoir plus d'informations. Puis c'est l'idée d'enlever toute information pour compléter l'œuvre. OK. Donc de juste mettre le titre de l'œuvre et le nom de l'artiste et mettons les techniques utilisées pour que les gens qui visitent l'exposition aient pas genre qu'on leur force pas une lecture de l'œuvre, puis qu'ils puissent eux-mêmes, elles-mêmes se faire une idée de l'œuvre ou de l'exposition qui leur est présentée. Mais comme tu dis, ça, c'est mettre beaucoup sur les gens là, qui ont peut-être pas... Mais toi, tu préfères-tu être plus libre dans ton interprétation quand tu visites une expo ou t'aimes qu'on te prenne par la main et qu'on t'explique tout? Ben, je pense... Ben, je veux pas qu'on m'explique tout, mais je pense que des fois, j'ai besoin de clés de lecture. Tu sais, là, mettons, tu peux enjoy l'expo de Kent Monkman sans... Parce qu'il y a des thématiques qui sont très évidentes que tu peux reconnaître. Là, les toiles sont très belles, blablabla. Mais des fois, quand c'est de l'art plus contemporain ou conceptuel, si tu n'as pas la référence ou le pourquoi l'artiste a travaillé ça, si, par exemple, c'est une... je sais pas, là, c'est vraiment plus complexe, mais c'est dommage parce que tu vas juste être comme, eh bien, c'est un carré blanc, tu sais. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un t'explique, tu dis, waouh, c'est intelligent, ça fait référence à ça. Ça arrive beaucoup avec l'art abstrait, je pense. Ouais, je sais pas si moi, cartel simplifié, it's for me. Mais c'est pas un hot take. Ça t'est déjà arrivé d'aller voir une expo de consommer de l'art, quel qu'il soit, et de ressortir avec une interprétation vraiment différente d'une personne qui était avec toi, genre? Oui, hier, je suis allée voir un film, puis moi et mon chum, on n'avait pas la même interprétation. Ah non! Quel film t'es allée voir? Je suis allée voir Frankenstein de Guillermo del Toro. Puis même chose, en fait, ça a poussé ma réflexion parce qu'il y a beaucoup de références dans ce film à des vieux films d'horreur, de l'histoire du cinéma, puis beaucoup de clins d'œil que moi, j'ai apprécié, mais je me suis dit, genre, mettons, mon chum, il n'y avait aucune idée. C'est sûr. Puis moi, je suis ressortie, puis j'avais une interprétation, puis il y avait une autre interprétation. Puis je me suis dit, ah, mais tu vois, toi, t'as pas ri à ces blagues-là, dans le fond. Parce que c'est élitiste de ma part de vouloir que tout le monde rie de ces blagues-là, tu sais, peut-être. Maybe! Mais je trouve ça drôle parce que je trouve que ça t'en dit long sur la personne avec qui t'es. Ben, dans le sens, tu peux deviner des choses sur la personne avec qui tu consommes une œuvre en validant, genre, c'est quoi votre interprétation mutuelle. Moi, ma blonde aussi, ça nous est arrivé récemment. On est allé voir Sciences Po 101 à 5e salle. C'est une pièce de théâtre Ben, c'est comme un spectacle interactif de Catherine Dorion où elle raconte un peu son vécu en politique avec son ex-attaché politique. Puis, il parle beaucoup dans le spectacle d'un outil de thérapie cognitivo-comportementale que ma psy, elle avait utilisé avec moi. Ah! Puis... C'est quoi, moi, ma psy, elle appelait ça la matrice. Ça a l'air super creepy comme ça. On dirait que tu as fait de la psychologie Non, c'est juste une façon de visualiser un peu comme tes valeurs, tes convictions, qu'est-ce qui te fait sentir bien, moins bien. En tout cas, c'est super simple comme outil, mais pour vrai, c'est un exercice vraiment intéressant. Puis, il l'utilisait dans le spectacle, genre pour justifier, pour expliquer plein d'affaires. Puis moi, évidemment, j'ai buzzé là-dessus, puis je suis sortie, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ma psy est une génie. Genre, j'en reviens pas, ils ont parlé de la matrice, je capotais. Puis ma blonde était juste comme, sérieux, t'as rien compris. Genre, it's not about you. Genre, c'était pas ça, le point de la pièce, tu sais. On parlait d'enjeux collectifs, de mouvements sociaux, puis moi, j'étais juste centrée sur ma matrice puis mon affaire, tu sais. Fait que... ça t'a parlé directement comme personne, puis c'est bien correct aussi, tu sais. Ça t'a rejoint, ça t'a touché à quelque part de personnel. J'étais genre, laisse-moi dans mon interprétation. Oui, elle a forcé son interprétation sur la tienne. Voilà. I'm not proud. Tricia? On va le refaire plus proche du micro. Vas-y. Je t'apprécie, Tricia, mais... Bon, c'est ça. Nous avons assez discuté de ce sujet. Assez jasé, mais notre invité, notre collègue Audrey. J'aimerais avoir son texte sur le sujet parce Ouais, qu'elle moi a aussi. travaillé au Musée des Beaux-Arts pendant longtemps, m'a-t-elle dit. Puis elle nous a dit en amont de l'enregistrement du balado qu'elle avait des choses à dire là-dessus. Oui, Audrey, nous t'appelons à la barre. Fait que là, on va avoir l'opinion d'Audrey sur la question des musées. Mais sinon, Audrey, elle vient nous parler d'un balado qui s'appelle « The Necessary Conversation », donc la conversation nécessaire, et qui est, et je la cite, « l'affaire la plus frustrante qu'elle a jamais vue ». Oui, effectivement. Bonjour, Audrey. On a très hâte de t'entendre là-dessus, mais avant tout, qu'est-ce que t'en penses, toi? Du musée? Ouais. Ben, c'est drôle, Gab, parce que quand tu parlais d'accessibilité, en fait, je pensais que tu allais parler du prix que ça coûte. Et ça, c'est un autre sujet. C'est rendu 30 $ du monde, environ. C'est rendu excessivement cher, parce que moi, quand je travaillais là, dans le fond, les 30 ans et moins, il y avait les collections permanentes gratuites. Puis l'exposition principale, elle était 12 $. Pour les 30 ans et moins, 25 $, 30 ans et plus. Puis maintenant, c'est rendu 30 $ pour tout le monde. Et je trouve que c'est ridicule. C'est pas une entreprise qui manque d'argent. Absolument pas. Et qui présente une exposition aussi importante que celle de Kent Monkman en ce moment et qui la met derrière une barrière monétaire aussi élevée dans le contexte socio-économique où est-ce qu'on est,
Je trouve que c'est une farce. C'est ridicule. C'est beaucoup trop cher. L'art, ça devrait être accessible à tout le monde. Peu importe si vous avez les codes ou pas. C'est tellement important d'aller au musée. C'est tellement important de rentrer dans ces univers-là, de voir qu'est-ce qui a été produit, de voir qu'est-ce que les artistes ont à dire sur le monde, puis de mettre ça derrière une clôture aussi élevée. Pour vrai, je trouve ça répréhensible. Je trouve ça ridicule. Wow. Ça va être notre extrait cette semaine. Ouais, c'est un hot take. aimé. Mais honnêtement, c'est c'est vraiment intéressant. Puis moi affaire. aussi, je me suis posé la question. Je sais que quand ils ont augmenté les tarifs, je pense que c'est l'année dernière, je pense que c'est quand 30 ans et moins, c'est gratuit. Je sais plus c'est quoi, 25 ans et moins. En tout cas, il y a les enfants payent pas. Puis je sais que tu as les samedis matins en famille, tu peux y aller gratuit, puis un dimanche par mois. Mais en général, tout le monde, c'est ça, paye le même prix, puis paye très cher. Puis mais attention, le dimanche gratuit, c'est pour les collections permanentes. Tu peux oui, pas c'est aller même voir pas pour Kent l'expo Mockman avec temporaire. ça. C'est ça. Puis que là, j'étais comme, me semble, c'est comme tu dis, c'est très cher, puis c'est pas accessible à tout le monde. Puis les gens qui veulent pas nécessairement, qui vont pas toujours au musée, je pense pas que c'est quelque chose qui va les encourager à y aller. C'est ça, dans un contexte où est-ce que les gens ont de la misère à s'alimenter, où est-ce que les banques alimentaires ont jamais eu autant de demandes, que tu mettes l'exposition d'un artiste canadien autochtone derrière comme une barrière financière aussi haute, je trouve qu'on ne réussit pas notre mission d'éduquer les gens présentement. Parce que c'est une exposition tellement nécessaire qui nous met en contact avec un passé. Mais Kent Mockman, ce que j'apprécie beaucoup de lui, c'est qu'il le fait avec de l'humour. Puis l'humour, c'est quand même quelque chose qui réussit à soften the blow, qu'on dit, à le rendre un peu plus accessible. Bon, des fois, on n'a pas toujours les codes, mais je trouve que ça le fait d'une manière qui est peut-être un peu moins confrontante, mais je pense que la confrontation aussi, c'est très bien en art. Mais comme Kent Mockman a tellement une vision pop, c'est tellement des toiles le fun à regarder, puis qu'on les mette justement derrière cette barrière-là, je trouve ça ridicule. Genre, quand je travaillais au musée, en passant, on a des toiles de Kent Mockman dans la collection permanente du musée. Elles étaient pas mal toujours en exposition, puis je me rappelle encore quand les gens passaient en avant, ils passaient vraiment beaucoup de temps devant parce qu'elles ont tellement de détails. Je pense, Gabrielle, tu l'as vu. Puis, tu sais, les gens avaient pas peur de les regarder avec leurs enfants parce que, justement, c'est tellement coloré, c'est des univers tellement fantastiques, tellement fantaisistes, avec des codes, avec des couleurs qui peuvent se comprendre à différents niveaux, justement. On peut les apprécier juste parce qu'elles sont esthétiquement belles, mais on peut aussi vraiment comprendre le contexte historique derrière. Je trouve que c'est de l'éducation, ces toiles-là. Fait que ça soit aussi cher, c'est carrément un refus d'éduquer les gens. C'est un refus de nous montrer ce passé-là avec lequel on refuse d'entrer en contact constamment. Puis là, on a une super belle opportunité de le faire, mais c'est encore une fois les personnes qui ont le privilège de le faire. Parce que je veux dire, s'éduquer, puis justement être vraiment conscient du vocabulaire, des changements, etc., bien, ça s'accompagne d'un certain privilège de pouvoir aller à l'université, de pouvoir suivre ces cours-là, de pouvoir savoir c'est quoi ces choses-là, de pouvoir te payer un billet ou un abonnement VIP au musée. C'est du privilège et on refuse de l'appeler comme c'est. Cette forme d'éducation-là, d'accéder à ces sphères élevées-là, c'est du privilège. Bon, ben finalement, on va faire tout l'épisode au sujet de l'exposition de Kent Mockman. Merci d'avoir été là. Wow. Mais Audrey, t'es venue nous parler d'autre chose. On veut chialer sur quelque chose d'autre. Passons à la prochaine plainte. Oui. Donc, le balado de Necessary Conversation. Oui. En tant que bonne milléniale, je vais vous parler du podcast que j'écoute en passant la balayeuse. Yes. Alors, depuis 2022, Chad Courtgen et sa petite sœur Hailey s'assoient chaque semaine avec leurs parents, Marilou et Bob, pour faire l'affaire qui nous donne des reflux acides, jaser politique en famille. Le résultat, le podcast de Necessary Conversation, est une immersion sans filtre dans une famille américaine moyenne déchirée par la bulle MAGA. Dans le coin gauche, nous avons Chad et Hailey, deux milléniaux qui vivent respectivement en Californie et au Texas. Dans le coin droite, Marilou et Bob, deux boomers ultra-MAGA qui vivent en Oklahoma. Marilou et Bob, c'est exactement ce qui vous vient en tête quand on vous demande de vous imaginer des fanatiques de Trump. Ils parlent fort pour radoter ce qu'ils ont entendu sur Fox News. Ils sont racistes, homophobes, anti-trans, et Bob en particulier, parfois, va carrément insulter et menacer ses enfants, qu'il traite de « dirty commies », donc « sales communistes ». Et bien, le podcast, ça s'appelle « The Necessary Conversation », donc la conversation nécessaire. Et moi, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que Bob et Marilou, c'est deux archétypes. C'est un mur de résistance bâti sur des croyances solidement enracinées depuis plusieurs décennies qui se dressent de plus en plus haut devant le moindre signe de changement. Donc, le podcast est profondément frustrant parce qu'à chaque avancée, chaque brèche qui s'ouvre va aussitôt être refermée dès l'épisode suivant. Alors, le podcast
ce qui nous montre, c'est ce qui arrive quand le changement est impossible. Parce qu'une conversation, c'est quelque chose de réciproque. Tu parles, j'écoute, je parle, tu m'écoutes. Mais qu'est-ce qu'on fait quand l'autre côté n'écoute pas, nous insulte, nous crache au visage et nous ordonne de nous taire? En tant que féministe gauchiste, et là, je suis sûre que les filles, vous allez être avec moi, on se fait souvent dire « Sors de ta chambre d'écho ». Mais quand je regarde les efforts sisyphiens de Chad et Hailey, je constate ce que ça coûte en termes de travail émotionnel et invisible sortir de ma chambre d'écho. Et je me demande, est-ce que ça en vaut la peine? Et pourquoi moi? Pourquoi moi je dois le faire? Dans chaque épisode, Chad et Hailey font preuve d'une patience digne d'une canonisation face à deux statues qui n'écoutent rien et se braquent à la seconde où leurs arguments s'écroulent. Ce que le podcast démontre, c'est que sortir de sa chambre d'écho, c'est accepter de sacrifier une partie de notre paix intérieure contre souvent pas grand-chose. Il y a quelque chose de typiquement américain dans cette dynamique. Donc, d'un côté, l'hyper-patriotisme, l'hyper-religion, l'impression d'être moralement supérieur quand on a ces valeurs-là, mais aussi la résistance et la résilience de Chad et Hailey. Ne pas couper les ponts avec leurs parents, c'est leur forme de résistance. C'est leur manière de dire, après que le Titanic ait coulé, qu'eux ont fait partie de ceux qui ont crié « iceberg droit devant ». Puis moi, je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Tellement. Est-ce que, Flo, ça te donne envie de reprendre contact avec ta tante trumpiste? Je vais passer mon tour, mais tu vois, parce que ça a l'air tellement violent comme affaire, je me dis, wow, mais il y a de quoi de... Genre, quand tu nous as dit que tu allais parler de ce sujet-là puis que tu as présenté un peu le concept de la chaîne, j'étais comme « Ah, mon Dieu, tellement de bonne idée! On devrait tous faire ça, on n'arrête pas de le dire. » Mais il y a de quoi de... C'est ça, de déprimant de constater qu'en fait, ça mène un peu à rien puis que les deux parties se braquent de plus en plus, au final. Je me demande qui écoute ça, tu sais. Oui. Ben en fait, je me rends compte que c'est beaucoup des gens comme nous trois, dans le fond, des personnes de la gauche qui écoutent ce podcast-là si je me fie à la nature des commentaires. Mais moi, je trouve que ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Tu sais, parce que je vois vraiment quelqu'un qui a un petit peu la même vision que moi du monde, qui prend le temps de s'asseoir avec quelqu'un qui est rendu complètement de l'autre côté pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi sa vision des choses, parce que dans le fond, c'est hebdomadaire. Donc, une fois par semaine, ils vont parler des événements politiques de la semaine pour savoir qu'est-ce que leurs parents en pensent. Donc, l'épisode de la semaine passée, c'était sur la destruction du West Wing de la Maison-Blanche, et ils revenaient un petit peu sur les manifestations pour No King's Day. Donc, ils jasaient avec leurs parents, comme « Ah, vous, selon vous, qu'est-ce qui se passait? C'est quoi vos impressions là-dessus? » Puis, tu sais, ils radotent beaucoup ce que Fox News ont dit, ils radotent beaucoup ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc, ce que ça permet à Chad et Hailey, c'est de comprendre d'où ça vient, puis de comprendre qu'est-ce qui est en train de polluer l'esprit de leurs parents. Puis eux, ils essayent un petit peu d'adapter leurs arguments à ces stratégies-là. Comme Chad, de plus en plus, ce qu'il essaye, c'est de montrer des vidéos Instagram à sa mère parce qu'il sait que, bon, ben elle va pas écouter CNN, elle va pas faire ça, mais moi aussi, je vais passer par les réseaux sociaux. Fait que dans le fond, c'est qu'il essaye de s'adapter, il essaie de trouver le niveau où est-ce qu'ils peuvent s'adresser à leurs parents. Des fois, ils réussissent à avoir des percées avec la maman, Mary Lou, qui est un petit peu plus ouverte. Mais le problème, c'est que dès que le père arrive, Mary Lou va retourner un petit peu du côté du père. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu le genre de personne qui essaye de plaire à tout le monde. Fait que quand elle est juste toute seule avec son fils, elle va y dire oui un petit peu plus, mais quand elle est avec son époux, elle va retourner du côté de son époux. Donc, tu sais, c'est un petit peu complexe, mais en même temps, je sais pas, il y a une partie de moi qui admire quand même le travail qu'ils font. Puis je me dis, je pense que c'est important d'avoir cet espoir-là. C'est admirable quand même, pour vrai, de le faire à chaque semaine, puis que autant les parents que les enfants, Ils de font continuer pas une à fois le par faire. semaine, ils le font 2 fois par semaine, en fait. 2 fois? Parce que le samedi, c'est leur épisode complet, qui dure comme 1h30. Et le mercredi, ils ont un épisode de 30 minutes où est-ce que c'est juste Chad avec sa mère qui regarde des vidéos sur Instagram. C'est quand même cool, là, tu sais, de tendre la main vers l'autre, puis parce que c'est facile de couper les ponts, puis on en a déjà parlé à ce podcast, mais tu sais, les théories un peu let them, ou genre protect your peace, comme couper les gens de ta vie, ou, oh mon Dieu, la fille de minimaliste, là. Oui. Mon Dieu. Florence a fait un reportage sur une fille qui vit un mode de vie minimaliste, puis dans la capsule, vous pourrez le voir sur les réseaux sociaux de 4,95. Elle parle que des fois, son mode de vie est tellement strict, puis c'est difficile pour elle d'entrer, que ça fait en sorte qu'elle a des conflits avec son entourage, puis elle dit ça fait partie du minimalisme que de faire du ménage dans sa vie. Puis tu sais, moi, ça m'a fait de la peine, cette phrase-là, puis je me suis dit... Dans ses relations, genre. Dans ses relations, oui. Comme, j'ai coupé des gens de ma vie parce qu'ils n'aimaient pas mon mode de vie, était trop strict pour eux. Mais
sais, c'est pas ça la vie, là. C'est entrer en contact, c'est faire des compromis, puis c'est discuter. Puis c'est quand même admirable, je trouve, qu'ils fassent ce podcast. Qui continue de le faire malgré toutes les hostilités. Ben, tu vois, moi, je suis retournée en contact avec de la famille que j'avais coupée pendant la pandémie. Ah oui, tu en avais déjà parlé, hein, de cette famille. Oui, mais dans le fond, ce que je me suis rendu compte, c'est que malgré nos conflits, on s'aimait encore beaucoup comme personne. Dans le fond, c'est comme, ben, t'es un humain, puis je t'aime parce que t'es un humain, puis on a des liens familiaux, puis je vais jamais comme te détester parce que ça reste que t'es ma cousine, ça reste que t'es ma nièce. Puis je me suis aperçue qu'on pouvait quand même trouver des terrains neutres. Puis c'est sur ces terrains neutres-là qu'on va s'aventurer. Ça vient avec l'âge et la sagesse, hein, de décider, mettons, dans quel contexte tu vois un tel ami ou un tel membre de ta famille, qu'est-ce qui serait propice à une conversation intéressante, à un moment agréable, parce que c'est pas avec tout le monde que tu peux parler de tout. Bien, c'est ça. Puis il y a des gens, tu sais, il y a des gens qui commencent à décéder dans ma famille, puis comme je commence à trouver ça triste. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Asbestos, moi, c'est de là que je viens. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas été, puis je me suis rendu compte que de comme sentir cette partie-là de moi s'en aller de plus en plus, ben je sentais qu'il manquait quelque chose. Puis de trouver ces terrains neutres-là, on va parler comme de musique, de cuisine, de télé, sans trop s'aventurer, ben ça nous permettait quand même d'avoir comme des conversations qui, au final, je trouvais quand même agréables. Puis en faisant ça, j'ai eu des percées. Dans le fond, une de mes cousines, qui est quand même... Elle n'est pas excessivement à droite, elle est à droite, mais elle m'a dit « Hey, je m'inquiète pour une de mes amies. Son fils, je pense qu'il est gay et j'ai peur de la réaction de son chum. Est-ce que tu aurais des trucs pour moi? » C'est un beau moment d'échange. Il y a eu une avancée, puis j'ai vraiment compris que là-dessus, mais elle n'avait pas de problème avec le fait d'être gay. Elle a encore de la misère à comprendre les personnes trans, les drag queens, mais ça... Elle était correcte avec ça, puis était d'accord avec moi que cette personne-là ne méritait pas de se faire marginaliser, ne méritait pas de recevoir de la violence. Aussi parce que j'ai compris, ben c'est quelqu'un que je connais, puis je veux pas voir quelqu'un que je connais être victime de violence. Puis je me dis, c'est un W dans mon livre. Un win. C'est une belle invitation au dialogue, cette chronique, non? Oui, tout à fait. Merci tellement, Audrey, d'avoir été là. J'ai beaucoup aimé J'ai adoré cette chronique. Mais ça fait plaisir. Je vais ramasser mon marteau et ma faucille. On ne sort jamais de ce siège. Pour les gens qui regardent le balado sur YouTube, là, personne ne sort de ce sofa de manière gracieuse. Non. Hey, mon entrevue cette semaine, c'est avec une fille qui a sorti le vin du resto pour l'amener sur TikTok. Elle s'appelle Anaïs Lebrun, mais vous pouvez la trouver sous le nom de Purp Mess en ligne. Elle est sommelière, même si elle a à peine l'âge de boire, elle a 22 ans. Puis elle s'est donnée pour mission de partager son savoir et sa passion pour le vin au plus grand nombre. Tu peux te joindre à nous, Anaïs. Sur TikTok, elle partage ses dégustations, ses coups de cœur, ses réflexions sur le service et même les dessous parfois peu reluisants du milieu de la restauration parce que, scoop, Anaïs doit un peu se battre pour faire sa place dans une industrie encore sexiste. Bienvenue au balado Urbania, Anaïs. Salut, merci de me recevoir. Merci d'être là. En plus, Anaïs a vraiment une voix mielleuse. Alors, je suis très contente qu'on ait une expérience audio avec toi. J'espère qu'ils vont apprécier. Oui, c'est ça. Anaïs, fait que tu as fait ton programme du W7, qui est le plus grand organisme de formation au monde dans le domaine des alcools, mais à l'ITHQ à Montréal. Aujourd'hui, tu es sommelière au Jatoba, qui est un resto assez huppé du centre-ville de Montréal. On a beaucoup parlé du fait, dans la dernière année, les derniers mois, que les jeunes adultes boivent de moins en moins d'alcool. Est-ce que tu as l'impression d'être un petit peu à contre-courant, d'être une Gen Z qui travaille dans l'alcool? C'est vraiment intéressant parce que je pense que tout est bon avec modération. C'est sûr, moi, j'ai un grand intérêt pour le vin. Je le partage en ligne et dans mon quotidien au travail. Mais on a tous des moments où on ne boit pas. On ne boit pas au travail. C'est normal. Je vais boire un verre de vin la fin de semaine avec grand plaisir. Mais oui, dans les restaurants, j'ai vraiment remarqué la vague de gens qui consomment moins. Ouais. Mais je trouve ça formidable, le fait qu'on ait des vins sans alcool, le fait qu'on ait des options sans alcool aussi, mocktail, bière. Ouais. Je pense que ça devient vraiment intéressant pour tout le monde, puis que tout le monde peut y trouver un peu quelque chose à leur goût, peu importe. Fait que l'industrie change, t'as l'impression? Oui, beaucoup. Est-ce que toi, parce que je sais que, encore, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait quand même l'impression que la restauration, c'était un milieu où on encourageait beaucoup, on incitait les gens à la consommation, parfois la consommation excessive. Toi, est-ce que c'est l'expérience que tu as eue? Non. Est-ce que c'est tout le monde qui
prendre des moments pour ne pas boire sur le travail, non. On a tous déjà pris, je pense, un verre pendant nos shifts. Mais de mon expérience, j'arrive vraiment à bien gérer la consommation d'alcool. Je pense que de pouvoir aussi... J'ai une montre intelligente qui me demande chaque jour si j'ai bu un verre de vin. Si oui, je vais le noter. Puis après, à la fin de la semaine, je peux voir ma consommation. Donc, ça me permet aussi de garder un peu la ligne. « Ah, cette semaine, j'ai bu 3 verres de vin. Oh mon Dieu! Je pense pas que c'est si pire que ça. » Ben non. Mais dans l'industrie, oui, j'ai vu beaucoup de gens aussi se perdre là-dedans. Un collègue de travail que j'appréciais beaucoup, qui a eu des gros problèmes de consommation, qu'en sommellerie, si tu fais pas attention à ta consommation, tu peux te perdre extrêmement rapidement. Ça reste une drogue, l'alcool. Je pense qu'on l'oublie souvent, puis on dédramatise parce que c'est disponible partout au coin de la rue, mais ça reste vraiment important pour moi que ça soit pas chaque jour. Fait que toi, est-ce que tu craches quand tu travailles ou est-ce que tu consommes l'alcool? Ça va vraiment dépendre. Si je vais goûter un vin, je vais souvent cracher, je vais être à côté d'un lavabo. C'est sûr, j'essaie de pas le faire devant des clients, c'est pas très chic. Mais oui, si je me fais offrir un verre de vin, je vais souvent le mentionner au client. Hey, je vais le boire à la fin de mon chiffre, mais je vais venir faire un cheers avec vous. C'est important. Quand je me fais offrir des shots, souvent, je vais demander au bartender des shots sans alcool. Si je me sens un petit peu dans le party, je vais en prendre un avec eux, mais je vais essayer de comme, créer un lien avec le client parce qu'un homme qui se fait refuser quand il t'offre un shot puis tu le refuses... Ça passe mal? Oui, il y a un lien qui se brise. Je sais pas de où ça vient, mais je l'ai vraiment remarqué. Je sais pas si c'est dans le type de restaurant où je travaille aussi, un peu plus dans le centre-ville, où il y a une clientèle un peu plus festive avec un peu plus d'argent, de pouvoir, qui veulent t'offrir des choses, mais quand tu le refuses, ça crée vraiment un froid, puis tu le vois directement. Ne serait-ce qu'entre collègues aussi, j'ai l'impression, j'ai des gens proches de moi qui travaillent et qui ont travaillé en restauration qui me disent que des fois, le shot de fin de chiffre, si tu le refuses, c'est un peu insultant pour tes collègues qui sont genre « Let's go, on fait ça en gang, on a travaillé fort aujourd'hui, prenons un verre avec nous », tu sais. Ouais. Vraiment, mais nous, au restaurant où je travaille, je préfère le mentionner, je suis serveuse sommelière, je l'avais pas dit. Mais c'est pas moi qui gère la carte au Jatoba, c'est mon collègue Félix qui est incroyable. Mais au Jatoba, on a des règles vraiment strictes sur la consommation d'alcool au travail, ce qui rend le lieu de travail vraiment plus sain, selon moi. Ça ressemble à quoi, les règles? Très simple. Dans le fond, si on décide de consommer un shot ou un verre avec un client, c'est correct. Par contre, si ça vient atteindre ton travail, tu vas avoir un avertissement, puis au bout de 3 avertissements, tu es renvoyé. Ah ouais? Donc, sérieux de même? Oui, sérieux comme ça. Je pense que ça remet aussi un peu les gens sur le droit chemin, mais on est tous sportifs dans l'équipe, donc on n'est pas sur la consommation. Parlons un petit peu du métier de sommelière. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est juste boire du vin, d'être sommelier. C'est tellement plus que ça. Oui. Veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, bien, je peux raconter, exemple, une journée typique de quelqu'un qui gère une carte d'un restaurant. Donc, tu vas arriver pour la commande de la SAQ à 8 h le matin. Tu vas faire ton inventaire, placer tes bouteilles, réimprimer, exemple, les listes d'inventaire, réimprimer tes cartes des vins, qui peut prendre un certain nombre d'heures. Environ 3-4 heures. Par la suite, on va continuer un peu plus sur tout ce qui est qu'est-ce qu'on va changer au verre, qu'est-ce qu'on a envie d'ouvrir, les accords. Moi, je pense beaucoup à ça. Je vais souvent avoir des meetings avec des agences aussi. Donc, des meetings, on crache bien sûr. Quand tu dégustes 14 bouteilles de vin, juste le fait de le sentir, des fois, ça peut t'étourdir. Ah oui? Oui, vraiment. Donc, personnellement, j'ai toujours craché. Puis, je trouve ça super intéressant parce que le monde pense qu'on est juste là au service de soir, mais non. Des fois, tu fais des journées de 8 h à minuit, puis tu t'embarques dans ton service. 8 h du matin? Oui, parce que tu es là pour la SAQ, c'est 2 fois par semaine. Puis les autres journées, tu vas arriver vers 11 h parce qu'il faut que tu fasses un inventaire chaque jour. Il y a beaucoup de vols de bouteilles. Je pense que dans un des restos où j'ai travaillé, ça a vraiment été un gros problème. Faire un inventaire avant et après shift, c'était nécessaire. Attends, mais je vais être sûre de comprendre, genre des employés ou des clients qui veulent des bouteilles? Des employés. Wow! Ah, je pensais des clients qui allaient genre dans le cellier. Non, c'est des... Ah, J'ai déjà, à un moment donné, un de mes collègues m'avait dit qu'il avait fait l'inventaire, il ne l'avait pas fait. Je suis revenue 2 jours plus tard au restaurant. J'ai fait un inventaire, il manquait une bouteille de Château d'Yquem 1999. C'est un vin très cher. OK. Genre plusieurs centaines de dollars. 1999, on vend ça 750 $ le 375 000 litres. Wow. Ça peut donner une idée. C'est une autre clientèle. C'est une autre clientèle, OK, vraiment. Je comprends. J'ai autour de moi beaucoup de gens qui aiment le vin et qui utilisent le langage très codé de la sommellerie pour décrire le vin. J'avoue que ça me fait rire, ça me fait cringe des fois. Je trouve ça cute, je trouve ça drôle.
j'irais jusqu'à dire, ben, je pense que beaucoup de gens trouvent ça snob un peu. Et c'est le langage que toi, tu utilises dans tes TikTok. Est-ce que c'est un mal nécessaire de parler comme ça si on veut travailler dans le milieu du vin? Ben en fait, c'est que je peux autant expliquer le vin de façon très régulière, avec des mots très banals, communs, puis l'expliquer avec des mots, justement, de sommellerie. Je pense que les mots banals sont plus accessibles pour tout le monde, mais qui évoquent pas nécessairement l'émotion ou le produit que le vin est. Fait qu'il y a comme une certaine balance que j'essaie d'avoir dans mes vidéos en utilisant des fruits, des exemples un peu plus neutres. Mais c'est sûr, quand on parle de tanin, d'acidité, de malolactique, quand je parle de longueur en bouche, les gens, souvent, ils sont comme quoi? Mais c'est vraiment tous des termes que j'ai appris à travers mes études. L'acidité, un petit truc, si jamais vous voulez savoir si un vin est très acide, faites juste ouvrir votre bouche après une gorgée. Si vous salivez beaucoup, vous allez avoir beaucoup de salive. Je pense que c'est quand même intéressant quand quelqu'un dit qu'il n'aime pas l'acidité, il peut voir aussi si le vin est assez acide pour lui ou non. Et après, c'est sûr, il y a comme plein de choses aussi, les tanins. Je pense qu'on en parle beaucoup des petits rouges légers. Ça a comme été tellement un trend. Moi, j'aime bien ça. Par contre, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de mots qui sont reliés, mais peu importe le client que j'ai devant moi, je vais toujours lui demander qu'est-ce que tu aimes boire, puis je vais essayer de le guider. Parce que souvent, c'est une question, qu'est-ce que j'aime boire, mon Dieu? Ben, du vin léger, puis OK, est-ce que tu aimes un peu plus quand c'est acide ou quand il y a un peu plus de rondeur? Est-ce que tu préfères quand il y a ce type de fruits-là, donc des fruits un peu plus mauves, prunes, cerises, ou est-ce qu'on préfère aller vers framboise, fraises, ou on préfère du blanc? Parfait. Est-ce qu'on préfère un blanc qui est vraiment plus sur le côté salin en fin de bouche? Il y a plein d'options. C'est vraiment de guider son client, je pense, mais ça reste très snob. C'est super intimidant, les mots, parce que quand on utilise un beau vocabulaire ou des mots qui sont pas connus de la moyenne des gens, ça peut être c'est ça, déstabilisant. On parlait d'accessibilité tantôt, on dirait que ça rejoint ça aussi. Le monde du vin aussi, ça peut être perçu comme pas accessible par des gens qui se connaissent moins ou qui... Puis aussi, quand tu vas à la SAQ ou même au resto, mais tu es devant une étalage de bouteilles, puis c'est difficile là, de mettre des mots sur ce que tu aimes quand tu comprends pas ce jargon-là, puis comprendre le goût. Puis je trouve aussi que, moi, je sais que mes amis sont toujours stressés de venir chez moi puis d'apporter du vin, tandis que je pense que je suis le meilleur public. J'adore découvrir, puis peu importe qu'est-ce que c'est, je vais souvent vouloir le déguster à l'aveugle, parce que pour moi, c'est une façon d'apprendre, de m'éduquer sur le produit puis d'essayer de le deviner. À l'aveugle, tu veux dire en lisant pas la bouteille, l'étiquette? Sans savoir ce que tu as devant toi. Exact, parce que c'est ça qu'on a aussi dans nos examens pour passer, devenir sommelière. Donc, moi, je trouve ça super intéressant, puis c'est mon moment préféré de ne pas avoir besoin de prendre une décision pour boire du vin. Je pense que c'est ça. J'aime beaucoup ça, découvrir et être bon public. Il n'y a pas de mauvais vin, il y a juste des vins qu'on aime moins puis d'autres qu'on aime plus. Fait que t'es quand même jeune, tu as 22 ans, t'es une jeune femme dans ce milieu-là qui est quand même plutôt masculin. Est-ce que tu as eu de la misère à te faire prendre au sérieux dans ton milieu? Oui, un restaurant où je travaillais, le sommelier que j'ai remplacé était un homme de 40 ans. Puis moi, jeune femme de 22 ans qui le remplace, quand mes collègues me présentaient aux tables, on me demandait souvent mon âge, c'est où que j'ai fait mes études. Puis j'ai demandé à mon ancien collègue s'il se faisait poser ces questions-là parce que ça m'avait vraiment surprise. Puis ça me dérange pas d'en parler, je suis assez ouverte sur ça, mais il m'a dit que ça lui était jamais arrivé. Donc je pense qu'il y a vraiment un double standard sur ça. C'est clair. Un petit côté, peut-être que les hommes veulent se prouver, puis on va choisir le vin par nous-mêmes. Parfait. Génial. Mais surtout, je trouve que ça arrive plus dans les métiers de goût, tu sais. Les métiers où est-ce que c'est une question de, c'est ça, de préférence personnelle. C'est comme si on a tendance à plus faire confiance aux hommes qui dégagent quelque chose de très assumé, affirmé, tu sais. Clientèle très corporative dans les restaurants où je travaille. Il y a définitivement quelques anecdotes que j'ai qui sont plutôt pertinentes, je trouve. Vas-y. Un petit meeting d'affaires, 10 hommes. Il y a clairement celui qui apporte ses clients, qui me commande le vin, puisque la facture va être à lui. Il me fait signe, on parle de vin, je lui demande qu'est-ce que vous aimez. Il me dit j'aimerais quelque chose qui ressemble à un Barolo. Là, je lui demande est-ce qu'on veut continuer sur du Nebbiolo ou est-ce qu'on préfère aller dans d'autres appellations. Je pose des questions. Nebbiolo étant cépage, Barolo étant l'appellation. Ça se retrouve dans le nord du Piémont, en Italie. C'est des vins qui sont quand même assez coûteux.
Puis là, je lui demande, est-ce qu'on préfère le Nebbiolo ou aller sur une autre appellation? Il me dit, non, je veux un vin à base de Barolo. Puis là, moi, je ne sais pas à ce moment-là si je dois intervenir pour me faire prendre au sérieux parce que le Barolo n'est pas un cépage, c'est pas un raisin. Il comprenait pas. Non. Tu voulais pas le corriger? Je suis pas devant ses clients. Fait que j'ai préféré avoir l'air stupide à leur table, puis leur dire « Ah, parfait, je vais vous trouver un vin à base de Barolo », puis que lui, il ait son moment, puis peut-être qu'il signe un contrat qui va mieux le payer. Oh mon Dieu, travailler en service, c'est tellement de pleasing, là. Oui, vraiment. Je pourrais pas, je trouverais ça Moi tellement non dur. plus, moi, j'aurais school le gars devant tout le monde. J'aurais pas eu de type. Gab lui aurait fait un exposé, je pense. Oui. Mon Dieu, on s'est mal compris. Vraiment. Une dame au bar, même chose encore une fois. Je lui demande « Ah, Chablis ou Sancerre? » Elle me dit « Ah oui, je vais prendre ça, c'est parfait. » Mais c'était vraiment une question. Deux options. Donc là, je dis « Ah, OK, je vais vous apporter la bouteille de Sancerre. » Je lui fais goûter comme « Ah, Sancerre, c'est vraiment mon producteur préféré. » Mais encore une fois, Sancerre, c'est une appellation. Donc, je pense que les gens essaient de se prouver qu'ils essaient vraiment, au lieu de poser des questions, même moi, je pose des questions quand je vais au restaurant. « Ah, OK, je connais pas ce producteur-là. As-tu des informations sur lui? » Ou « Ah, c'est quoi l'assemblage? J'arrive pas à le savoir. » C'est vraiment comme ça, je pense qu'on peut un peu mieux s'éduquer, de montrer qu'on a de l'intérêt à apprendre, puis que c'est peut-être un peu plus relax le vin, ça reste du raisin et du temps. C'est ça, je sais pas pourquoi on met cette espèce de masque-là. C'est tellement performatif comme affaire, moi, ça me fait beaucoup rire. Mais c'est parce que c'est un produit de luxe. C'est cher du vin. Moi, je me rappelle, je disais tout le temps à mon père, mon Dieu, c'est cher. On allait à la SAQ, je comprenais pas. J'étais comme, mais bois de l'eau. Je disais ça toute mon enfance. Maintenant, je comprends, mais... Fait qu'est-ce qu'il a fallu que tu adaptes ta façon de parler, de t'habiller ou de te comporter pour être plus prise au sérieux dans ton milieu? Oui, m'habiller en très chic, très pantalon. Je suis quand même assez laid-back comme personne en général. M'habiller en pantalon chic, chemise, avoir une posture avec la main dans le dos tout le temps, être avec un beau vocabulaire, essayer de vraiment guider le client, mais c'est toujours un peu... de me faire prendre au sérieux, c'est très difficile à cause de mon âge, aussi à cause de mon apparence. J'ai des tatous, donc j'essaie tout le temps de les cacher. Quand je travaille, on a une robe un peu plus courte au restaurant. Quand je travaille avec la robe en manche courte, il y a beaucoup de clients qui m'agrippent le bras pour me demander c'est quoi mes tatous. Je ne sais pas si c'est une façon pour eux de connecter avec moi. C'est très bizarre. Je pense pas que tu fais ça à la caissière au Rona, tu sais. Non, c'est ça. Fait que c'est un peu... C'est un peu une agression qu'on se dit. Nommons les choses telles qu'elles sont. Je pense que c'est le temps d'appuyer sur le bouton. Si vous faites ça, ne le faites plus. Tant qu'à t'avoir ici, j'ai envie de justement te poser des questions sur comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce qu'on aime dans le vin, qu'est-ce qu'on aime boire sans tomber dans ces codes-là un peu plus pompeux ou est-ce qu'on a un front de comme... Ouais. J'imagine que c'est pas les passés de la SAQ, là. Non? Mais honnêtement, oui ou non? Passés, Cancel ou pas? Non, pas cancel. Je pense que ça aide justement les gens à être comme « Ah, moi, je suis vraiment cette pastille... je pense que c'est comme pétillant ou éclatant, quelque chose comme ça. Je me souviens pas des passés, puis j'ai travaillé à la SAQ. Mais en toute honnêteté, je pense que ça guide le client parce que c'est vrai qu'il va avoir quand même un certain algorithme dans les vins qui sont présentés avec cette passée-là qui rend ça un peu plus intéressant, un peu plus attirant aux gens, un peu plus accessible, juste de base. Mais comment savoir si on aime un vin? Je pense que c'est d'essayer des choses différentes. Donc, d'avoir, exemple, un vin d'Alsace ou un vin d'Allemagne qui est extrêmement haut en acidité, puis d'aller vers quelque chose qui est peut-être un peu moins haut en acidité à la base dans le vin blanc. Donc, Chenin blanc, exemple, d'Afrique du Sud, qui va avoir un peu plus de rondeur. Peut-être quelque chose même qui a eu un contact avec la barrique, parce qu'il y a aussi la vinification. Le processus de faire du vin va vraiment changer la façon que le vin va goûter. Donc, d'avoir deux opposés, de déguster, puis de voir lequel vous plaît le plus. C'est sûr, si on cherche quelque chose de facile à boire, moi, je conseille toujours d'aller avec quelque chose qui a un peu plus d'acidité. On dirait que ça se boit mieux, c'est moins lourd en bouche. Mais de vraiment comparer les opposés, c'est comme ça. Je pense qu'on sait qu'est-ce qu'on aime par la suite. C'est mon petit conseil. Anaïs, merci tellement d'avoir été là. Mais merci à vous. Merci. C'était très cool de t'avoir au balado. Ben oui, c'était tellement intéressant. Puis j'espère que les gens vont être plus lousses au niveau de la communication du vin. Oui, s'il vous plaît. Au resto, là, dites je le sais pas, tu sais. Arrêtez de faire semblant, sérieux. Vraiment, merci de l'invitation. Merci. Maman, tu te lèves de ton sofa. Bonne chance. Contenu enregistré, Florence? Oui. T'en as-tu un? Oui, j'en ai un. Imagine t'en as pas. Non. Ben, on termine l'épisode. J'ai failli pas en avoir, mais finalement, j'en ai un. Vraiment niaiseux. Vas-y, moi aussi, il était épais.
très niaiseux. Je vais ajuster mon son. J'ai l'impression que chaque semaine, on a de la misère à faire jouer nos extraits. Excusez-nous. C'est parce qu'on enlève notre son pendant le balado pour pas que ça nous dérange. Oui, en fait, j'ai reçu un texto, juste dire, j'ai oublié de me mettre sur ne pas déranger. Je sais pas pourquoi je raconte ça, my God. Et j'ai reçu un texto, veux-tu un poncho pour passer à Halloween demain? De la mère de ma fille. Donc, je veux juste te dire que c'est l'attente que j'ai pour mon anniversaire, qui est le 29 mars, à noter. J'aimerais que tu fasses exactement ça pour moi. It was your birthday, girl. 1, 2, 3, 4. So we got a little gift, just from us to you. Farrah, I hope you have a very happy birthday. It's your birthday, girl. I know you wanna ride out. Et là, c'est écrit Even if we only... POV, tu as engagé un groupe a cappella pour l'anniversaire de ton ami. Puis la fille est juste assise dans son divan, puis il y a genre une gang de gars qui arrivent puis qui lui chantent bonne fête a cappella. Un petit boys band. Les a cappella group, comme dans... C'est quoi le film? C'est bon, là. Il y avait un film. C'est une comédie musicale, oui. Ah, ben, c'est ça, avec, je sais plus qui, américaine. Puis ils faisaient de la musique a cappella comme ça. Ah, c'est complètement C'est cringe. tellement J'aimerais quétaine. ça, là. J'aimerais vraiment ça. Wow. C'est comme... j'avais vu un autre TikTok tellement drôle d'une fille que elle et son chum s'étaient laissés, mais ils habitaient ensemble. Tu sais, puis là, le jour que son chum genre, quittait son Ça appartement, déjà elle avait engagé des mariachis pendant que tout son stock se faisait vider. C'était fucking drôle. C'est très drôle. À Ok, toi. moi, c'est vraiment niche, mais cette semaine, je sais plus avec qui je parlais de ça cette semaine, OK? Mais je parlais de la création de contenu, du fait que maintenant, toutes les entreprises doivent faire du marketing, OK? Tu sais, tout le monde doit faire la création de contenu, avoir une présence sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, les startups, les whatever. Puis, c'est pas donné à tout le monde, hein, ça, d'être bon en réseaux sociaux. Non. Et c'est pas donné aux gens du Family Prix de Rodden. Ils se sont partis un TikTok, OK? Salut, dans le fond, j'ai acheté ce parfum-là la semaine passée, mais mon chum l'aime pas. T'as-tu autre chose à me proposer? Ben oui, justement, dans le fond, j'ai 3 choix pour toi. Fait qu'ici, on a Jérémy, qui a 22 ans. On a Zachary, qui a 23 ans. Puis on a Victor, qui a 28 ans. Ça, c'est blague. Elle dit qu'elle aime pas son chum aime pas son nouveau parfum, puis là, elle fait semblant de présenter des gars Des sur une nouveaux app de chums. rencontre. Mais ça, c'est leur meilleur sketch. Mais c'est très drôle. C'est drôle, c'est mais réussi. c'est filmé tout croche, c'est mal monté. C'est genre, ça, c'est leur meilleur. Mais il y en a qui sont cringe, il y en a que tu comprends même pas la joke. Ça a contre-jour, ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, ils sont présents. Ils essayent. Puis je sais pas si ça leur amène plus de clientèle, mais moi, en tout cas, Ah, pour je les l'effort. salue. Ouais. Vraiment, ah, pour l'effort. Mais cette bague-là était vraiment bonne. C'est très réussi. Ouais, bravo. Au Family Prix de Rodden. Je pense que c'était tout pour cette semaine. Merci Gab, merci Anaïs et merci Audrey d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. C'était Gabrielle et Florence. On vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Adios.